Bonjour, alors aujourd'hui j'ai remis la main sur un kit d'un avion qui me semble assez particulier puisque comme vous le voyez il a des hélices, il a des moteurs à l'avant et à l'arrière. Très clairement c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale, très clairement c'est un avion allemand. C'est un Dornier Do 335A Fail. Il est au 1,48, c'est un kit Tamiya. Et je pense que je l'ai pris parce que justement, il m'a l'air d'être assez particulier, d'être assez singulier. Et cette maquette est vraiment magnifique pour ce que j'ai pu revoir dessus. Je n'ai malheureusement aucune info sur comment je l'ai obtenu et surtout pourquoi je l'ai pris. À un moment, j'avais été pris d'une frénésie d'achat de kits pour faire des kits bâches. Je pense que ça vient de là. Je pense que je l'ai acheté très certainement d'occasion lors d'une bourse aux échanges, comme ils appelaient ça, au salon de la maquette à Porte de Versailles ou ailleurs. Mais il me semble que ça aurait été de toute façon à Porte de Versailles. Quoi qu'il en soit, je suis bien content de l'avoir. Petite présentation peut-être de la boîte. Alors, je ne vois pas d'indication de prix, mais en plus d'avoir une belle illustration. Donc sur la boîte, on a là donc aussi de belles illustrations sur les côtés. Voilà, et d'ailleurs je suis assez étonné parce que du coup il n'y a que des illustrations, il n'y a que des images peintes, dessinées, et aucune photo du modèle monté et peint. Voilà, c'est quand même assez étonnant. Et j'avais pas vu le prix au départ, mais là vous voyez qu'il y a écrit un 48e item machin chose et 3000 en bleu. Et ben en fait 3000 c'est le prix japonais, donc ça nous fait entre 25 et 30 euros le kit. Voilà. Cela dit, avant d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, je pense qu'il serait bon quand même qu'on en apprenne un petit peu plus sur cet avion. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse appel à l'ami Ratatars, voilà, comme on le fait d'habitude, pour en savoir plus. Donc je vous propose de l'appeler maintenant. Allô, Ratatars? Allô Yvan, Ça va? ça va et toi? Ça va. Dis-moi, j'ai devant moi une très très belle maquette au 1,48 de Tamiya, Oui. d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, de la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est le Dornier, je pense que je le prononce très mal. Dormir, ça dépend. DO 335A Fail. Le fail, oui. Fail, Voilà. fil, je sais pas, j'ai pas fait allemand. La flèche, donc. Voilà. D'accord. Très joli avion, effectivement, très rapide. D'où son nom, enfin son nom est venu à la fois de sa vitesse et de son empennage caractéristique en forme d'arrière de fléchette, si je puis dire, en forme de croix, puisqu'il avait deux empennages verticaux plus les empennages horizontaux standards. Oui, apparemment. Et puis donc ça a l'air d'être un gros bestiau quand même, hein? C'est un gros bestiau, c'est un bimoteur. On a un moteur à l'avant, classique on va dire, et un moteur à l'arrière derrière le pilote, ce qui fait qu'en fait on était sur une des premières configurations, ce qu'on appelle en push-pull. Donc on a un moteur qui tire, un moteur qui pousse, et c'est la première configuration opérationnelle réelle de ce type d'appareil à ma connaissance. Je peux éventuellement me tromper sur ce point, mais en tout cas ça a été opérationnel. Il y en a que quelques-uns qui ont volé, ça se compte à moins de 20, puisque a retardé le développement d'un prototype qui était issu initialement pour un autre rôle, forcément ça plus les bâtons dans les roues entre les différentes interventions américaines pour bombarder les usines, etc. Il a été mis en service plus d'1 an après avoir été accepté, donc vraiment à la toute fin de la guerre, et donc on a une vingtaine, on va dire à peu près une vingtaine d'unités qui sont arrivées sur les lignes de front. Très très peu en fait ont vu le combat. On a un grand français, Pierre Klosterman, qui était un as français qui volait pour la RAF sur Tempest, qui a relaté a priori la première rencontre avec un fail qui volait au ras des arbres, et puis qui l'a gentiment semé, et il a dit malgré la vitesse du Tempest, on n'a rien pu faire. Voilà, donc ce serait la première intervention, je dirais visuellement actée du fail en combat. Je pense qu'il faisait une
une reconnaissance ou quelque chose, parce qu'en fait il était tellement rapide avec ces deux moteurs que même les avions très performants comme le Tempest britannique n'arrivaient pas à le suivre. Donc on parle de vitesse en palier, pas de vitesse en piqué, mais peu importe. Voilà. Et ça a donné quoi justement en termes de vitesse Alors l'Upfail en termes de vitesse, suivant les tests qui ont été effectués, c'était quand même assez rapide pour surclasser tout ce qu'avaient les Alliés à l'époque, d'au moins 20 à 30 km/h en pointe. Donc on imagine que la pointe, c'est le bout du bout, c'est quand le moteur continue à prendre ses tours. Là, on avait deux moteurs, donc en plus, il les atteignait plus rapidement. On était à un peu plus de 680 km/h sans le boost. Et avec l'injection spéciale dans les moteurs, donc le MW50 de mémoire, c'était un mélange eau éthanol, si ma mémoire est bonne, on atteignait 760 km/h. Wow. C'est l'avion à piston le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a d'autres à piston qui ont été plus rapides après, de très peu, mais voilà, c'est extrêmement rapide pour l'époque, sachant que la plupart des avions volaient entre, on va dire, 580 et 640, pour ceux qui volaient tous les jours, comme certains Spitfire, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la vitesse maximum, et la vitesse maximum en opération n'est pas forcément la même. Dès qu'on commence à charger avec les munitions, les réservoirs, etc., la vitesse maxi, clairement, elle en prend un coup. D'accord. Donc en fait, à supposer qu'il ait suffisamment de carburant pour pouvoir faire ça en un seul vol, il traversait la France en 2 heures, quoi. Voilà, donc c'est effectivement pas forcément le cas, parce que bon, certes c'était un gros appareil qui avait quand même beaucoup de carburant, il avait aussi des gros moteurs, hein, c'était des DB603, donc c'était des moteurs qui avaient été testés notamment dans le ME109 qu'on a évoqué il y a pas si longtemps, mais qui n'avaient pas été je dirais choisis au final pour l'équiper parce qu'ils étaient initialement trop performants et très fragiles. Ils ont été fiabilisés, ils ont été mis dans d'autres avions comme le Heinkel 219 qui est un chasseur de nuit bimoteur, lui aussi, et ils ont réussi à fiabiliser les choses. Les mettre à l'intérieur du Pfeil a fait que c'était un avion extrêmement véloce parce que c'était des moteurs qui minimum faisaient 1700 chevaux. Donc voilà, c'est pour l'époque, pour les moteurs en ligne allemands, c'était vraiment entre guillemets le top du moteur, quoi. Ils ont fait des moteurs légèrement plus puissants, mais pas fiables. Voilà. D'accord. Donc en fait, l'avion à hélice avec des moteurs à piston le plus rapide de l'époque, quoi. Voilà, et sachant que c'était un bimoteur, c'est ça qui fait en sorte qu'il a été si rapide. Faut pas oublier que la plupart des autres chasseurs étaient des monomoteurs, hein, que ce soit le Focke-Wulf 190 ou le Messerschmitt 109. Les autres intercepteurs, puisqu'il a été finalement conçu comme un intercepteur, étaient des monomoteurs. Lui, c'était un bimoteur en ligne, donc on n'avait pas toute la traînée qui était générée par les nacelles moteurs qui traditionnellement sont présentes sur les ailes, et donc ça l'a rendu très rapide. Hein, on est quand même sur une vitesse qui est au moins 40 km/h de plus qu'un Mosquito, qui était le bimoteur le plus rapide chez les Anglais, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'une belle ingénierie, si je puis dire, des ingénieurs entre guillemets du Troisième Reich, parce que il s'agit de Claude Dornier. Dornier est une entreprise qui existe encore aujourd'hui, hein, voilà. Mais c'est un très bel appareil. Pour cela, pour sa technicité, il utilisait beaucoup de matériaux non stratégiques pour la cellule, parce qu'il n'avait pas le choix, et ils utilisaient tout ce qui était hydraulique pour le train. Ils ont d'ailleurs eu des problèmes sur les premières trappes de train qui voulaient pas se fermer sur les prototypes. Enfin, voilà. Mais c'était une ingénierie très complexe sur un appareil à la fois gros et à la fois compact. C'est-à-dire que c'est compact pour un bimoteur et c'est très gros pour un intercepteur et un chasseur. Ah oui, ça se voit même au niveau du cockpit. Moi, j'avais l'impression de voir un cockpit de bombardier, en fait. Un peu, mais ça c'est aussi accentué par le fait que le canopy est en fait en panneau de verre avec une structure avec du métal. Là où plus ou moins à la même période, on commence à avoir des verrières bombées chez les Alliés, notamment. Les Allemands, on les ont adoptés quand même un peu plus tard, c'est ce type de verrière bombée ou verrière en goutte d'eau. Là, on a vraiment quelque chose qui est complètement en cadre, quoi. Hein. On a 11 facettes juste sur la canopie du pilote. Et ensuite, il y a le pare-brise qui, de mémoire, on a 5, je crois. Voilà.
D'accord, et donc du coup, ça c'était que pour un pilote, quoi. Il y avait pas la place pour 2 pilotes, c'était un seul, et puis voilà. Dans celui-ci, oui, ils ont fait des versions biplaces d'entraînement et ils avaient prévu une version de chasse de nuit qui avait en fait un deuxième cockpit identique plus haut, donc qui faisait une espèce de bombée sur le dessus et avec radar embarqué et puis 2 canons supplémentaires. Sachant que là, déjà, c'est un chasseur qui a un canon de 30 et 2 canons de 20, donc c'est un armement tout dans le nez qui est vraiment très puissant. Waouh. D'accord, donc d'après ce que je vois, en plus ça lui donnait encore un profil encore plus étrange avec sa version biplace là. Tout à fait, c'est un vrai Quasimodo pour le coup. Et j'ai cru comprendre que donc il y avait même, sinon à l'étude, sinon peut-être avait-il existé une version avec à la fois l'hélice à l'avant et un moteur à réaction à l'arrière. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est parce que en fait, les moteurs à réaction étaient au point chez nos amis allemands. Il y avait plusieurs fabricants et ils avaient commencé à vouloir motoriser des avions conventionnels, hein, des avions à piston avec des avions avec des moteurs à réaction. Et en fait, celui-ci n'a pas échappé au concept sur la planche. Hein, ça n'a jamais été une cellule préparée ou quoi. Mais par contre, ils ont bien étudié la possibilité de mettre un réacteur en remplacement du moteur arrière et d'avoir une configuration avec un moteur à piston à l'avant. Donc on aura eu un appareil hybride avec propulsion mixte. Et c'est marrant parce que les Américains ont fait des appareils avec propulsion mixte dans les années 50. Voilà. D'accord. Et des appareils qui ont été opérationnels, hein, comme le Fireball, etc. Donc voilà. C'est un concept qui a fonctionné parce qu'en fait, à l'époque, les réacteurs avaient trop peu de puissance au décollage pour réussir à faire voler convenablement. Par contre, à partir d'une certaine vitesse, ils donnaient un vrai gain en fait à l'appareil et donc ça a permis on va dire de faire une génération de transition entre la complète réaction et les moteurs à piston. D'accord. Bon. Donc les Allemands avec ce concept étaient quand même un peu en avance, même si d'autres concepts un peu identiques avaient été étudiés sur planche également aux États-Unis avec l'avènement du réacteur. Ils voulaient en caser partout, je veux dire, ils ont voulu en mettre dans les bombardiers, dans ci, dans ça, mais les moteurs, eux, n'étaient technologiquement pas prêts. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même un avion étrange, mais que je trouve assez beau, quoi. Il a une ligne assez particulière, vraiment ancrée dans l'époque. Un profil intéressant. Ouais. Il a vraiment un air de science-fiction, quoi, d'un autre monde. Mmh. Complètement. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces précisions. Mais je t'en prie. Et puis, écoute, je n'hésiterai pas, comme d'habitude, à te rappeler pour avoir d'autres informations sur d'autres petits engins comme ça. Eh bien, avec plaisir, Yvan. À bientôt. À plus. Ciao, ciao. Et bien voilà, encore merci à l'ami Ratatars de nous avoir renseigné sur ce bel avion. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne, et on va le faire immédiatement. Alors... Première chose, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai dû rajouter quelque chose. Non, en fait, c'était déjà dans la maquette, mais peut-être que ça a été rajouté après pour pas abîmer justement ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un poids, c'est un lest. En fait, il faut carrément mettre un lest dans la maquette pour éviter que il soit déséquilibré. Donc ça prouve que, comme pour le véritable appareil, il y avait une question d'équilibre, voilà, avec ces trains d'atterrissage assez particuliers, en tout cas pour l'époque. Donc c'est rigolo quand même que ce soit livré avec. D'habitude, quand une maquette doit être lestée, il est proposé d'y ajouter des lestes de pêche ou quoi. Là, c'est carrément livré avec, ce qui alourdit quand même singulièrement la boîte, j'imagine. Donc voilà, donc c'est très très bien que Tamiya l'ait fait. Et sinon, donc la notice, voilà, qui nous indique pas, toujours pas, de quand date le kit. Donc notice japonaise avec les instructions de base. On commence par non seulement le cockpit, mais surtout les sièges, enfin le siège
et le pilote. Je note d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal de détails pour le cockpit. Bon, 1,48 c'est normal, mais ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Donc voilà. Et ça m'a l'air d'être quand même super bien détaillé pour ce qui concerne l'intérieur de l'avion. Il y a même une bombe. Voilà, une bombe de 500 kg. Ce qui veut dire que donc l'intérieur de l'avion est quand même bien détaillé, quoi. Donc là, apparemment, il y a des radiateurs à placer par rapport au moteur. Donc peut-être des trucs pour faire tenir donc les baies, pour ouvrir les baies de lancement de la bombe. Le fameux poids se met à l'avant ici. Là, on a donc le moteur avant. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors il y a une version avec donc des volets fermés et des volets ouverts. Ça aurait été bien qu'ils indiquent à quoi ça correspond, si c'est en vol ou à l'atterrissage. Moi je sais pas. Et donc fuselage ici pour la partie supérieure. Les ailes, pneus arrière, les trains d'atterrissage. Les panneaux, par contre, j'allais dire à l'ancienne, où on doit les ouvrir soi-même d'un coup de cutter. Et apparemment, il y a d'autres panneaux à rajouter à l'arrière. Des entrées d'air, les hélices. Le canopy qui est quand même assez particulier, hein. Et là, donc, le placement des décalcos. Il n'y en a pas énormément. Et j'imagine que comme c'est un avion qui a été fait en très peu d'exemplaires, et vers la fin de la guerre, il doit y avoir assez peu de versions. En fait, il n'y en a qu'un a priori, hein. Et là, évidemment, comme c'est du Tamiya, ça vous indique quelle couleur Tamiya utiliser. Voilà, ah, je vois une date ici, 2000. Donc la maquette date de l'an 2000. Voilà, c'est cool. Donc pour les pièces, j'ai pas franchement envie de vous ouvrir les sachets, mais je vais essayer de vous montrer à quel point c'est détaillé quand même. Vous voyez un peu la taille quand même de ces ailes, le fuselage. Alors c'est une maquette de 2000 certes, mais il y a quand même tous les détails et surtout des détails. Alors si j'évitais les reflets en creux, j'espère que vous voyez correctement. Moi j'arrive pas à filmer et regarder trop l'écran en même temps, mais voilà. Donc là vous avez des décalcos, vous avez même les fameuses svastikas. Quand même de gros détails sympathiques pour le cockpit. Hop. Là, le pilote. Non, franchement, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Et je pense qu'au départ, je l'avais certainement acheté pour faire un kit bash quelconque, mais au final je pense qu'il est vraiment trop beau pour faire autre chose avec, ça serait même dommage. Donc un jour je le ferai certainement tel quel, et il ira rejoindre les X-Planes et autres que je me suis gardé de côté pour faire quelques petites maquettes, j'allais dire, du monde réel. Et voilà, même s'il n'y a pas d'équivalent, je pense, dans les films, les séries ou les animés que j'aime bien, ça peut toujours être sympa à montrer. Voilà, et bien écoutez, c'était le Dornier DO 335 App Fail, la flèche. Encore merci à Ratatars de nous avoir précisé d'où venait cet appareil et ce qu'il en était. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas
à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau coucou.